Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisque nous allons jouer à un jeu. Et je ne suis pas seule, mais en compagnie de Maude, fondatrice de l'agence de voyage Suncap Travel. Maude, bonjour et bienvenue. Bonjour Élise, merci beaucoup. Et de trois voyageurs, Blandine, Emma et Adrien. Bonjour à vous, bienvenue également. Bonjour. Donc ce jeu va nous amener dans une région qui, depuis les débuts du tourisme, ne cesse d'attirer des voyageurs en quête de paysages du bout du monde, de gastronomie savoureuse, d'air iodé et de vérité derrière les légendes arthuriennes. Vous l'avez peut-être deviné, et puis c'est écrit dans le titre de l'épisode, mais aujourd'hui, on vous amène en Bretagne. L'une des régions les plus touristiques de France. Donc on va se demander comment sortir des sentiers battus, comment découvrir la Bretagne autrement. Avant peut-être de commencer à jouer, Maude, vu que c'est toi aujourd'hui l'experte voyage et Bretagne, tu pourrais te présenter et présenter ton agence de voyage, son concept, ta vision du tourisme durable. Merci Élise. Du coup, moi je suis basée en Bretagne, comme tu le disais. Je suis basée exactement dans le Finistère Sud, du côté de Douarnenez. Mon agence est ouverte depuis 2018 maintenant. Je suis depuis l'année dernière donc en agence de voyage itinérante, en camping-car, donc comme une sorte de travel truck. Donc je sillonne du coup le Finistère Sud, je vais jusqu'à Brest quand même, et jusque dans le Morbihan également, puisqu'on est quand même pas très loin. Je suis une agence de voyage uniquement sur mesure. Je travaille avec des réceptifs partout dans le monde, dont beaucoup font partie également de Floqueo. Pour moi, le tourisme durable est très important. Je le pratique depuis l'ouverture de l'agence. C'est un concept auquel mes clients adhèrent. Et voilà, c'est rentré dans les mœurs. Ils savent pourquoi ils viennent quand ils viennent à l'agence. Bon, aujourd'hui, on va donc pas mal parler, je pense, de Finistère. Donc, c'est parfait. Place au jeu maintenant. Alors, le concept, c'est vraiment simple. C'est le même que celui qu'on avait fait en septembre avec le podcast de Ma Petite Planète, que je vous invite évidemment à aller écouter. Donc j'ai préparé des questions par thème, culture, géographie, insolite, gastronomie, etc. Ce sont des thèmes qui vont nous permettre d'en apprendre plus sur la culture bretonne. Donc Blandine, Adrien, Emma, je vous pose une question, vous répondez, et puis Maude, tu pourras nous expliquer la bonne réponse. Et puis vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à jouer avec nous et à compter vos points. Donc on va commencer avec thématique culture et une première question simple pour revoir les bases. Les premiers mots qui vous viennent à l'esprit à l'évocation du nom Bretagne. Moi j'ai un mot, je dirais beurre salé, moi, directement. J'ai envie de te dire. Allez, les crêpes pour rester sur la gastronomie. C'était clairement les deux mots qui me venaient, mais on va essayer de sortir un peu de la gastronomie randonnée. Et parce qu'il est important de maîtriser quelques mots de la langue locale, est-ce que vous pouvez me donner un mot en breton, si vous en connaissez un? Le kouign-amann, ça compte? Est-ce qu'il faut sortir de la gastronomie? C'est une spécialité gastronomique, oui. Et c'est un mot breton quand même. Moi, j'ai Antezard, mais c'est le nom d'un restaurant aussi. Et il me semble que ça veut dire quelque chose de bon, je crois. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire en mode? Alors non, par contre, parce que je ne suis pas... Alors moi, je suis bretonne, mais je ne suis pas bretonnante, comme on dit ici, parce que je ne parle pas breton. J'ai quelques notions, parce que du coup, je vis dans le Finistère depuis 10 ans. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai quelques clients qui parlent un petit peu breton, donc c'est vrai que, voilà, c'est un peu comme le patois, on commence à comprendre quelques mots, mais je ne le parle pas. Non, par contre, quand vous arrivez en Bretagne, sur les routes bretonnes, souvent vous pouvez voir marqué en fait Deguermat, qui veut dire bienvenue. Et après, on en a un autre qui est Kenavo, qui est le plus connu, Kenavo, qui veut dire au revoir. Dernière question maintenant, culture, avant de passer à la gastronomie, puisque vous aimez beaucoup ça, je crois. Quelles musiques sont célébrées tous les ans à Lorient lors de l'un des plus importants festivals d'Europe? C'est un gros festival, non? C'est pas
C'est pas de la musique bretonne, si. C'est celtique, non? C'est un truc. C'est pas la musique celtique? Ouais, ça regroupe la musique celtique. Blandine, t'as pas une idée? Non, pas du tout. Le festival interceltique de l'Orient. Ça se passe généralement début août. C'est une dizaine de jours généralement. Il y a donc la musique bretonne bien sûr qui est largement représentée. C'est un des plus gros festivals de Bretagne. Non, il y en a d'autres, des festivals aussi qui sont un peu plus connus, qui sont pas forcément bretons, mais qui font connaître justement la Bretagne dans le monde entier. Mais alors là, c'est moi qui vais vous poser la question. Est-ce que vous savez? Le Hellfest. Alors non, le Hellfest. Alors c'est à Nantes. Ouais, mais en Bretagne, au mois de juillet. Au mois de juillet, vous allez avoir. Qu'est-ce qu'on a comme festival? C'est pas les vieilles charrues? Si, c'est les vieilles charrues. Par chez nous, on a également dans le Finistère, on a le Festival du bout du monde, qui là est sur 4 jours et qui est moins connu au niveau français, mais qui est reconnu aussi au niveau international, au niveau de la scène internationale. En parlant de Nantes, j'ai une question dans la catégorie géographie, mais je vais la poser maintenant. Quel département peut-on appeler le 5e département breton? Blandine, tu l'as? Non. Ok, j'ai cru que tu voulais me dire, t'osais pas. Non, je me disais que c'était une bonne question. Alors, c'est la Loire-Atlantique qui était rattachée avant à la Bretagne. Maintenant, ça fait partie des Pays de la Loire. En fait, c'est parce que Nantes, il y a le duché de Bretagne qui se trouve à Nantes. Donc, c'était le 5e département. Il y a beaucoup de Bretons qui veulent que la Loire-Atlantique soit à nouveau rattachée à la Bretagne. Ça fait des gros débats en Bretagne. Alors, je vous mentirai pas, moi, je suis rennaise. Donc, Rennes et Nantes, on n'est pas les meilleurs copains du monde. Voilà, mais du coup, il y a beaucoup de Bretons qui militent justement pour. Donc, quand il y a eu le nouveau découpage des régions, là, quand on est passé à 13 régions, il y a eu un débat, mais il n'y a pas eu de vote à proprement parler pour savoir si Nantes devait être attachée à la Bretagne. Mais c'est vrai que du coup, la Bretagne reste pour moi à 4 départements. Mais dans l'histoire, oui, Nantes était rattachée à la Bretagne avant. On va repasser du coup sur les gastronomies. Là, est-ce que vous savez ce qu'est le chouchen? C'est une boisson? Ouais. Moi, c'est de l'alcool. Presque un mélange des deux, non? C'est presque un mélange des deux. Un cocktail? Non, tu vas nous dire. Alors non, c'est pas un cocktail. C'est en fait, oui, enfin, c'est un alcool fort, enfin fort, oui, entre 12 et 15% d'alcool en fait. On peut mettre un peu de jus de pomme ou de cidre avec le chouchen, mais bon, généralement, par chez nous, ça se boit soit comme le trou dormant en fait, en faisant comme le trou dormant, soit à la fin de la soirée. Voilà, c'est un alcool. Alors, il faut être accroché quand même pour le boire. Il faut le pratiquer depuis un moment. Non, c'est un alcool qui est très fort, qui a un petit goût de pomme en fait. Ça se fait par chez nous. Moi, j'ai quelques bouteilles à la maison, voilà, des chouchen artisanales, on va dire, qui est très bon. Mais c'est vrai que vous pouvez en trouver par exemple dans les crêperies où au lieu de vous proposer un rhum, où on propose un chouchen à la fin. Et pour accompagner le chouchen, quelle célèbre pâtisserie aurait été inventée à Douarnenez dans le Finistère, qui est d'ailleurs, Maud, je crois, la ville où tu es implantée. Bon, on a tous les trois, mais on ne sait pas qui va le dire en fait, c'est ça? Oui. Allez, Emma. Vas-y, Emma. C'est Queen Amman? Je l'ai bien prononcé cette fois? Si, c'est Queen Amman. Queen Amman, c'est très bien. Et d'ailleurs, Douarnenez, donc oui, c'est la ville du Queen Amman. Est-ce que vous savez comment c'est fait le Queen Amman, justement? Avec beaucoup de beurre. Oh oui. Tout est fait avec beaucoup de beurre en Bretagne. Ouais, c'est un gâteau. En breton, ça veut dire gâteau au beurre, justement. Donc, c'est 40% de pâte à pain recouverte d'un mélange de 30% de beurre demi-sel, bien sûr, et 30% de sucre. Voilà. Et tout ça, quand c'est un peu tiède, ça dégouline de beurre et c'est ce qu'il y a de meilleur. Et du coup, pour la petite histoire également, en fait, il y a donc l'association du Queen Amman qui s'est montée à Douarnenez. Parce qu'à Douarnenez, il y a des boulangeries, voilà. Quand on prend un menu sandwich, par exemple, le dessert, c'est un Queen Amman. Enfin, c'est une part de Queen Amman, hein. C'est pas un petit démoellé au chocolat ou autre, c'est une part de Queen Amman. Et en fait, il y a un concours tous les ans qui est fait pour élire le meilleur Queen Amman. Cette année, c'est pas quelqu'un de Douarnenez qui a gagné, c'est quelqu'un de Fouesnant. Donc ça reste dans le Finistère,
mais c'est le Finistère Sud. Est-ce que les gens de Nantes, ils ont le droit de participer à ce concours du Kunyaman comme ça? Et ben alors bonne question parce que je sais que c'était avant le Covid, il y avait même des personnes en dehors de la Bretagne et je ne sais plus d'où qui avaient participé au concours. Donc c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde. Maintenant qu'on a bien mangé, on va partir digérer en randonnant sur les sentiers des douaniers. Mais est-ce que vous savez ce que c'est? À part que c'est des sentiers. C'est quoi le nom des sentiers? Des douaniers. C'est la frontière, ça? Pour moi, par déduction, ouais, c'est la frontière entre la Bretagne et le reste, quoi. Et le reste du monde. La Bretagne et le reste du monde. Non, c'est le sentier qui fait tout le tour de la Bretagne, en fait. C'est ce qu'on appelle le GR34. Ça fait vraiment de Saint-Malo, enfin même de Cancale jusqu'au golfe du Morbihan. C'est vraiment un sentier qui est reconnu par les randonneurs, qui est de plus en plus justement mis en avant par les offices de tourisme dans les Côtes d'Armor. Nous, par chez nous, en fait, c'est pareil, on a des chemins de randonnée avec des guides spécialisés dans la randonnée pour les personnes en fait qui veulent venir découvrir nos côtes. Donc des fois il faut être bon marcheur parce que il y a des sentiers qui c'est pas très plat chez nous, hein, donc il faut pouvoir monter et descendre, voilà. Et les sentiers sont très très bien entretenus. Il y a vraiment des chemins qui sont balisés, des fois à certaines dates qui sont interdites pour pas justement abîmer la faune. Pourquoi ça s'appelle le sentier des douaniers? Alors, ça a été créé en fait, ça a été donné vers 1791, car en fait c'était des patrouilles de douaniers qui étaient chargées d'empêcher la contrebande, du coup qui surveillaient en fait tous ces sentiers pour éviter qu'il y ait la contrebande se passe par ici. Maintenant, est-ce que vous pouvez me citer un nom de parc naturel régional breton? Celui du golfe du Morbihan. C'est un parc régional, non? Parc naturel, pardon. On a le golfe du Morbihan, en effet. Il y en a un, alors du coup, moi je vais vous parler, et on en a entendu parler cet été malheureusement, du côté du Finistère, on a les Monts d'Arrée, qui est un des plus grands parcs naturels en fait de Bretagne, qui a été dévasté cet été par le feu, justement. Donc on espère que ça va de nouveau être visible l'été prochain. Et en fait, à Douarnenez, c'est pareil. Alors là, ce n'est pas donné comme parc naturel régional, c'est un parc marin qui est dans la baie de Douarnenez, qui lui justement s'occupe de recenser les dauphins qu'on peut avoir, alors les baleines qu'on a vu dernièrement qui se sont échouées par chez nous, mais on a un parc marin qui est très important, qui justement préserve également toute la faune et la flore justement de la pointe du Finistère. Si on reste sur le côté marin, je ne sais pas si vous connaissez l'île Millau, qui est une île qui a une certaine particularité, et si vous connaissez cette particularité. C'est une île qui est située sur la côte de granit rose. Mais il y a un grand pont qui la traverse. Les roses? Elle est rose. Je dirais des menhirs. Menhirs? Des menhirs, ouais. Des menhirs roses. Des menhirs roses? Ouais, ok. C'est ça? Non, c'est pas ça, mais c'est pas mal. Ça pourrait être inventé. Non, c'est une île où on peut y accéder à pied à marée basse. Bien tenté. Et dans le Morbihan, on a aussi ce qu'on appelle les 7 îles du côté de Baden, où pareil, on peut traverser à pied à Douarnenez. Alors je reviens toujours à Douarnenez aussi, mais à Douarnenez, on a l'île Tristan, où il y a encore une maison de maître en fait qui est dessus, et qui accueille les bureaux du parc marin. Pareil, on peut y traverser à pied. Donc après, quand on dit traverser à pied, pour toutes ces îles, en fait, c'est pareil, vous pouvez pas y accéder à pied quand vous voulez. C'est justement pour préserver la nature. Donc, il y a des dates à laquelle vous pouvez passer. Et en Bretagne, oui, vous pouvez venir jouer au Robinson Crusoe, si vous voulez. Et donc, quand la marée, elle monte, on est bloqué sur l'île. Ouais, et il faut appeler les pompiers. Et c'est payant. Quand vous regardez dans les journaux, de temps en temps, vous voyez telle personne, des personnes se sont fait secourir sur une île et tout ça. Oui, c'est qu'en fait, maintenant, en fait, les pompiers en ont marre que justement les touristes ne fassent pas attention. Donc, pour certaines îles où on peut traverser à pied, quand vous êtes bloqué sur les îles, en fait, il y a un moment où, oui, c'est plus, il faut faire attention. Donc, il faut pas faire n'importe quoi avec la marée. En Bretagne, ça monte et ça descend la mer. Donc, oui, il faut faire attention à ça. Je disais ça pour rigoler, mais en fait,
c'est vrai. Non, voilà. Ok. Et maintenant, une question transition avec la prochaine catégorie qui sera une catégorie histoire. Est-ce que vous savez ce que c'est ce qu'on appelle l'armorique? Il y a dans Astérix et Obélix. C'est une région? Une région? Blandine, est-ce que tu sais? J'imagine plus un outil qu'une région, mais en réalité, je sais pas du tout. On peut avoir un indice ou pas? On peut essayer de deviner. Ouais, ça date de l'époque gallo-romaine. Non, une statue. Moi je dis une statue. C'est une statue. En vrai, une région, Une région, c'est pas mal? vous n'étiez pas très loin. C'est une ville? Enfin, une zone ou quoi? C'est ça. Avant, la Bretagne s'appelait Armorique. Ça s'appelait Petite-Bretagne, en fait, ça s'appelait aussi Armorique. Donc voilà, et maintenant, c'est Bretagne. Alors, par contre, Blandine, je suis curieuse de savoir ce que tu pensais comme outil. J'ai aucune idée. J'imaginais quelque chose de très gros et en pierre. Voilà. D'accord, ok. Non, mais c'est oui. Alors ça s'appelle des menhirs, par contre. Ce que tu penses? D'ailleurs, dans la catégorie histoire, on a une question sur les menhirs. Est-ce que vous savez à quoi ils servaient? À aplatir des Romains? Regarde Astérix, c'est mon premier romain déguisé en arbre. De marquage, non? De territoire et ce genre de choses? Adrien, tu sais? J'ai pas de guess là, je sais pas. J'ai pas d'idée. Ouais, en fait, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on pense justement sur les menhirs, notamment quand on voit les alignements de Carnac. On se dit que ça pouvait servir de repère, de donner une direction, comme pour les bateaux ou autres, voilà. Mais il n'y a pas vraiment d'explication claire et nette pourquoi les menhirs. Alors pourquoi les menhirs en fait c'est long, c'est en pierre, on les tient debout, voilà. Pourquoi? Bonne question. On va dire que c'est ça pour de repère. Et toujours en histoire, est-ce que vous savez à quel siècle la Bretagne est-elle officiellement rattachée à la France? Point du tout. C'est assez récent, hein? À un siècle près, vous avez quoi comme idée? Tu dis... 1700-1800, je dirais. Ok. J'aurais dit 16e. Un peu avant toi, du coup. 16e siècle, ok. Ouais, moi je entre les deux, j'ai dit 17e siècle. Moi. Pas prendre de risques. Comme ça, après, on fait plouf plouf et pour choisir le bon siècle. C'est ça. Non, mais alors là, du coup, j'ai quand même été un peu plus me renseigner. Donc, c'est bien le 16e siècle et c'est 1532 exactement. C'est sous le règne de François Ier. Ça a été rattaché au royaume de France, à la France, voilà, à cette époque-là. Maintenant, dernière question histoire. Est-ce que vous savez pourquoi la Grande-Bretagne s'appelle Grande-Bretagne? Parce que Bretagne, c'était déjà pris. Il y a eu un agrandissement à un moment donné ou... Non, je sais pas, je peux sortir des bêtises, mais je sais pas. Ouais. Alors, quelle est la bonne réponse? La Bretagne a été envahie par les Anglo-Saxons au 5e siècle, au début du Moyen-Âge. Donc, il y a eu un mélange en fait entre les Armoricains et les Anglo-Saxons. Donc, il y a eu un mélange de langues, de culture celtique et tout ça. Et donc, la Bretagne est restée la Bretagne et la Grande-Bretagne s'est fait appeler justement la Grande-Bretagne. Maintenant, on va passer à la catégorie mythes et légendes. Parce que la Bretagne, c'est une terre remplie de légendes, mais c'est souvent difficile de savoir ce qui tient du mythe ou de la réalité. Donc, on va le découvrir maintenant. Est-ce que la forêt de Brocéliande existe vraiment? Il me semble que oui. Moi je prends le contre-pied, je dis que ça n'existe pas, c'est qu'un mythe. C'est qu'un mythe, c'est qu'une légende. Alors, ça va être vraiment au hasard. Je vais dire oui. Ouais, elle existe bien, hein. Elle fait 7000 hectares. Donc voilà. Donc elle existe quand même pas mal. C'est une forêt en fait qui est située entre l'Ille-et-Vilaine, enfin qui est à cheval entre l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Donc elle est au sud de Rennes. Il y a le lac de Trémélin également dans la forêt de Brocéliande où on peut aller voir l'épée d'Excalibur également. Il y a la fontaine qu'on peut aller voir, la fontaine de Jouvence bien sûr. Donc en fait il y a toute une histoire autour de la forêt de Brocéliande. Il y a l'histoire de la fée Morgane bien sûr, la légende de la fée Morgane, de Merlin et tout ça.
Il y a des guides spécialisés dans la forêt de Brocéliande. C'est vraiment une très très belle forêt. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de la fontaine de Jouvence. J'avais une question justement là-dessus. Je voulais savoir si vous saviez la particularité de cette fontaine. Elle donne l'immortalité, non? Ouais, rajeunir, j'aurais dit, si on s'y baigne. Oui, c'est ça. Ouais, ça redonne la jeunesse. Et dernière catégorie insolite, toujours sur des mythes, mais plus contemporains, on va dire cette fois-ci. Est-ce que vous savez pourquoi les autoroutes bretonnes sont gratuites? Parce qu'on résiste aux taxes. C'est ça. Non, c'est pas une histoire d'une épouse d'un roi qui était de Bretagne et qui a négocié que ça resterait gratuit ou quelque chose comme ça. C'est Anne de Bretagne, justement. Duchesse Anne de Bretagne. Oui, c'est exactement ça, en fait, qui a négocié le mariage, en fait, avec Charles VIII, qui lui a dit, ok, je veux bien me marier, mais par contre, les Bretons doivent pouvoir circuler gratuitement. Et depuis, c'est resté. Donc, on roule à 110, mais gratuitement. C'est pas plutôt que c'est des 4 voies, mais pas des autoroutes? Alors, c'est pas une autoroute, c'est des 4 voies. Mais bon, on considère que c'est des autoroutes, mais oui, non, ça s'appelle des 4 voies. Tu roules à 130 quand même, donc c'est pareil qu'une autoroute, quoi. Ah, 110, j'avais dit. 110? Non, on roule à 110. Ah ouais. Faut pas dire qu'on roule à 130, mais on roule, voilà. C'est autorisé 110. Non, mais et par contre, ça fait tout le tour de la Bretagne. Alors, on a moins d'infrastructures quand même de 4 voies que dans le reste de la France, mais oui, non, c'est quand même un gros avantage qu'on a. Et dernière question, est-ce que la tribu et la vallée de Dana, de la célèbre chanson, existent vraiment? Allez, je vote pour non cette fois. Moi, je dis oui, parce que pour l'instant, tout était vrai, donc moi, c'est oui pour moi. Il existe la vallée de Dana, mais pas en Bretagne. Ça existe, mais même dans un autre pays. Alors là, du coup, est-ce que ça pourrait exister? Est-ce que c'est en Europe déjà? Non. C'est dans un désert où il fait beaucoup plus chaud qu'en Bretagne. Dans le Sahara? Non. Je vous donne, c'est en Jordanie. Ah oui, d'accord. Pas du tout en Bretagne. pas du tout en Bretagne. Non, la vallée, la tribu de Dana, comme ils ont chanté... Et là, je vais avoir un trou. Qui est-ce qui a chanté ça? Je ne sais plus. Oui, c'est Mano, exactement. C'est inspiré d'une légende irlandaise. Voilà. C'est une déesse irlandaise liée à la terre, symbole de la fertilité et de l'abondance. C'est une demi-invention, on va dire. C'est ça. Et moi, j'avais juste une petite chose à rajouter, c'est quand même qu'en Bretagne, on a quand même des villes maritimes qui sont très très importantes. On en a entendu parler là un petit peu dernièrement aussi avec Saint-Malo, avec la route du Rhum. On a la ville de Brest qui est très importante puisque c'est là où il y a le plus grand port militaire de France avec l'île Longue. Et c'est aussi un des plus grands ports français au niveau de port de commerce. Et après on a Lorient et puis avec les criers qu'il peut y avoir. Voilà, c'est une de nos parties, enfin de notre force également, c'est la pêche en Bretagne. Et j'avais une question sur Brest, je n'ai pas posée, mais du coup je la pose puisqu'on en parle. À Brest, il y a un monument américain à concession perpétuelle, donc entretenu par les Américains. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, moi je sais ce que c'est. C'est quelque chose qui est considéré comme une propriété américaine? Oui, mais est-ce que tu sais ce que c'est le monument? Oui, je sais, c'est un cimetière. C'est ça? Moi je pense que c'est un cimetière. Moi je dis pas la réponse. Moi j'ai entendu parce que c'est un endroit qui est considéré comme chez eux en fait. On leur a donné les terres. Ok. Blandine, est-ce que tu as une idée? Pas du tout. Emma? C'était très convaincant son histoire. Je suis d'accord avec lui. Ça s'appelle la Tour Rose. C'est un mémorial américain. Pas loin. Ah. Presque pareil. C'était par rapport à la guerre. Non, les cimetières, c'est plus des cimetières américains qui se sont basés à l'entrée de la Normandie. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien amusé et que vous avez appris plein de choses sur la Bretagne. On a essayé d'aborder vraiment un maximum de thématiques pour avoir une vue d'ensemble de la Bretagne, une destination de proximité parfaite pour le tourisme durable. Et il y a encore pas mal de clichés à déconstruire et de merveilles à nous faire découvrir.
Merci Adrien, Emma, Blandine et Maud, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu, de vous être prêté au jeu également pour découvrir la Bretagne. Il y aura encore plein de choses à dire, mais voilà, il faut venir pour vivre l'expérience bretonne. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.